Bonjour et bienvenue à Deauville pour les FM Days, le sommet de l'environnement de travail. Pour cette 6e édition, République Workplace, le média, vous propose une série de plateaux vidéo pour revenir sur les thématiques débattues ici en atelier. Première thématique consacrée à l'externalisation, comment co-construire un FM générateur de valeur, de l'expression du besoin à la mise en œuvre de la prestation, comment prestataires et donneurs d'ordre peuvent agir main dans la main pour optimiser le facility management. Pour en parler, je reçois Michael Giverne. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes manager de services généraux pour la Banque de France. Exactement, sur le site, le siège situé au 1er arrondissement de Paris. Je reçois également Catherine Livernet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondatrice et CEO de BioGroup. Et enfin, Christophe Jérôme. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes responsable services généraux pour AXA. Peut-être pour commencer avec Catherine, parce que vous avez participé à l'élaboration, je crois, du dernier livre blanc du CIPEMI, dans lequel il était noté que l'externalisation en France, on va peut-être déjà cadrer les choses, l'externalisation en France n'était pas encore si développée que ça. Il y a encore, je crois, plus de la moitié des entreprises françaises qui n'y ont pas recours. Alors première question, est-ce qu'il y a des freins idéologiques en France à ce développement de l'externalisation du FM ? Alors en effet, on accompagne le CIPEMI et l'ensemble des acteurs justement sur ces réflexions autour de la valeur ajoutée du facility management et puis les métriques associées. L'objet, en effet, il y a aujourd'hui plus de 55% des entreprises en France qui n'ont pas recours à l'externalisation en fait du FM, qui recouvre un nombre de prestations très large en fait, du service aux occupants au service au bâtiment. Et ce ratio est plus faible en fait que le reste de l'Europe, puisqu'en fait en Europe on est à plus de 50% des entreprises qui ont externalisé, et dans le monde plus largement. Alors ce sont des freins, je dirais, qui viennent du coup d'un manque encore de perception de la valeur que le FM apporte à la direction de l'entreprise au sens large, en fait, direction générale, immobilier, environnement de travail, DRH. Et c'est la raison pour laquelle les acteurs travaillent vraiment sur l'expression de cette valeur-là, pour montrer qu'il est important de l'externaliser, car les entreprises ont à gérer leur cœur de métier, et qu'aujourd'hui, le périmètre est large, et donc il faut s'appuyer sur des experts. Donc ça, c'est le premier sujet. Et un sujet aussi, je dirais, culturel et de maturité, peut-être, des entreprises, à travailler au sein de leur organisation pour finalement essayer d'exprimer ce qu'elles attendent du FM sur donc un périmètre évolué en fait. Alors on reviendra effectivement sur ces valeurs ajoutées que peut avoir l'externalisation. Juste du coup, Michael, chez vous à la Banque de France, externalisation, pas externalisation, vous en êtes où ? Alors on est en plein dedans. Je dirais qu'on a un facteur démographique qui fait que, en effet, on n'est pas encore à 100% en mode externalisation, parce qu'on a encore des ressources en interne. Je pense que c'est aussi un élément important. Mais on est en plein recentrage sur nos activités de cœur de métier. Bien évidemment, donc la question de l'externalisation des FM est là, bien présente, elle est déjà bien amorcée. Et c'est vrai que, comme tu le disais, souvent on se questionne sur la valeur ajoutée de l'externalisation. Et je pense que la principale valeur ajoutée, c'est gagner en expertise et gagner en efficacité. Je ne vais pas aborder le thème des coûts, bien évidemment, il est important. Mais je pense que pour nous, c'est ça, avant tout, c'est gagner en efficacité, en expertise, et sur les fonctions notamment l'environnement de travail. C'est très important d'avoir cette expertise pour attirer nos collaborateurs, quand ils sont là, avoir un cadre de vie agréable de travail et leur permettre donc de leur donner envie de rester et leur donner envie encore plus, la cerise sur le gâteau, de dire à leurs camarades de promotion, venez à la Banque de France, on y est bien. Christophe, chez AXA, vous avez aussi eu recours à l'externalisation du FM ? Alors oui, je pense que comme pour mon collègue de la Banque de France, on est un petit peu dans le démarrage de ces prestations-là. Nous, on a un peu regroupé, on avait des périmètres un peu régionaux qui ont été regroupés en 2018, donc avec un lancement d'appels d'offres nationaux. Appels d'offres nationaux sur différentes activités où on a un petit peu regroupé les métiers, commencé à faire de l'outsourcing. Même problématique, des équipes en interne, des équipes qui commencent à partir à la retraite. Est-ce qu'on les remplace ? Est-ce qu'on prend de l'expertise en externe ? C'est pas le cœur business, donc on se recentre sur le cœur business. On va avoir tendance à avoir appel à des experts qui sont externes, qui vont nous apporter une certaine flexibilité en fonction des mouvements de nos bâtiments.
augmentation des mètres carrés, diminution des mètres carrés, ça c'est quelque chose d'important. Maintenant, un outsourcing complet, je pense qu'on a aussi une certaine réticence en fait en France sociale. Hein. Je pense qu'il y a vraiment une approche RH avec l'ensemble des instances syndicales sur le sujet pour faire comprendre aussi cette nécessité-là, parce que la crainte qu'ils ont, c'est effectivement que les métiers sortent. Et au final, les métiers ne sortiront jamais totalement, parce qu'on a ce besoin de pilotage, de coordination, d'expertise en interne qui vont être capables de challenger en fait ce facility management externe. Et on y vient de plus en plus. On n'est pas encore à un seul interlocuteur qui va prendre l'intégralité des activités. Mais là, déjà, on est sur des contrats nationaux, on voit comment ça vit. Période Covid, en fait, qui remet quand même beaucoup de choses en question sur l'usage des bâtiments. Donc tout ça, on va le voir un petit peu dans le temps, et je pense que dans les 6 mois, 1 an qui viennent, tout ça va continuer à évoluer. Maintenant, les acteurs du FM sur le marché en France, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que je pense qu'ils sont moins matures que ce que ça peut être dans des pays anglo-saxons. Ce qui explique peut-être aussi qu'on soit un petit peu plus en retard sur ces sujets. Et alors, Catherine, on a commencé un petit peu à évoquer les bienfaits de l'externalisation, se recentrer sur les métiers. Mais alors, est-ce qu'il y en a d'autres? J'imagine que oui. Quelles sont les valeurs ajoutées que peut apporter l'externalisation du FM pour une entreprise? En effet, donc avec l'ensemble des acteurs du CIPEMI, et puis aussi, en effet, en interrogeant beaucoup de clients, parce que ça part de cette retour de benchmark du terrain. Il y a 5 axes de valeurs qui sont mis en avant. En effet, un axe dont vous avez parlé, qui est de permettre aux entreprises de leur apporter plus de compétitivité, plus d'agilité, encore plus nécessaire après cette crise sanitaire, agilité immobilière, agilité des services associés. Donc ça, c'est le premier axe. C'est aussi finalement sécuriser et améliorer la maîtrise des risques. Je suis bien entourée pour en parler, mais en effet, risque opérationnel, parce que finalement, on confie. Risque sanitaire, on l'a vu au travers de l'ensemble des sociétés de nettoyage. Risque financier aussi, finalement, forfaitisant. Donc ça, c'est vraiment un axe important. Ensuite, finalement, on le voit tous, on est en mutation des espaces de travail, mutation des services qu'on doit apporter aux collaborateurs. Et accompagner cette transformation, finalement, avec ces acteurs qui sont experts, chacun dans leur domaine, fait partie du rôle des facility managers. Ce sont beaucoup de sites, vous le disiez, l'objet c'est de donner envie d'être au travail, donner envie d'être au sein de l'entreprise, donner envie à ses clients de venir visiter ces sites vitrines. Donc il y a un vrai enjeu d'attractivité. Et en effet, pour ça, il faut s'appuyer sur des experts de l'accueil, de l'hospitality, des community managers qui sont là, des espaces verts, qui sont là en effet pour rendre les sites attractifs. Et enfin, le dernier sujet, mais qui est fondamental également aujourd'hui, c'est finalement cet engagement sociétal et environnemental qu'on doit porter. Et donc, en effet, on a un certain nombre d'acteurs qui s'impliquent, qui apportent des solutions innovantes autour de l'énergie, autour de la performance énergétique, autour de la diminution de l'impact carbone. Et donc, finalement, ce sont 5 enjeux qui sont clés et qui adressent finalement toutes les fonctions de l'entreprise. Alors, le vrai sujet, mais on y reviendra, c'est finalement de réussir à exprimer pour son entreprise qu'est-ce qu'on a envie d'aller chercher et pourquoi on a envie d'externaliser potentiellement ces services-là et quelles sont les valeurs ajoutées prioritaires et comment elles se traduisent au sein de son entreprise. Alors voilà, justement, on a les valeurs ajoutées, mais alors du coup, maintenant, comment on fait? Christophe, vous avez dit, c'est quelque chose qui est en cours. Comment vous faites pour faire de la co-construction quand vous externalisez? Quels sont vos process? Cette co-construction, en fait, elle se fait à différents niveaux. On a différentes directions internes qui sont parties prenantes, la direction des achats par définition, mais la direction des ressources humaines, qui porte vraiment cette approche de qualité de vie au travail chez nous. Donc, ils vont nous challenger sur ces sujets-là. Donc, ces 3 directions-là, et on va avoir recours de plus en plus, comme on a pu déjà en parler dans certains ateliers, à cette assistance à maîtrise d'ouvrage. On a besoin un peu de ce benchmark, on a besoin de gens qui sont en capacité de nous dire ce qui se passe ailleurs sur le marché. Et derrière, on va échanger avec nos collaborateurs sur, finalement, qu'est-ce qu'on doit conserver? Quelle est la partie stratégique que eux veulent piloter, la vraie valeur ajoutée qu'on va avoir en interne, et qu'est-ce qu'on peut finalement confier, externaliser à des vrais experts qui vont avoir une approche beaucoup plus mature que celle qu'on peut avoir, parce qu'en même temps, ils travaillent sur différentes sociétés, ils ont un panel de collaborateurs qui vont pouvoir faire
évoluer à la fois nos pratiques, et on parlait de RSE, hein, c'est exactement ça, hein. On peut parler de contrat de performance énergétique, on peut parler de relations gagnant-gagnant, en fait, au final, avec nos partenaires, où là, nous, on va avoir une économie, une augmentation de la qualité, mais eux aussi vont avoir des gains. Et c'est vraiment cette notion de partenariat. J'aime plus trop parler de prestataire, mais vraiment de partenaire. Il faudra vraiment qu'on s'oriente sur cette notion de partenaire avec eux. Et c'est comme ça qu'on construit et qu'on co-construit tout ça. D'accord. Bon, on reviendra peut-être aussi sur le rôle des AMO un petit peu plus tard. Michael, j'ai envie de vous poser la question de la gouvernance. Quand on externalise aujourd'hui, comment vous faites, comment vous la composez, cette gouvernance, quels sont les profils qui sont associés? Aujourd'hui, le pilotage de FM reste en interne. C'est-à-dire qu'on confie les prestations. Sur certains types de prestations, par exemple le nettoyage, donc une régie est installée, il y a un responsable d'équipe qui bien sûr assure le management au quotidien de ces équipes, et on a ce qu'on appelle un pilote, c'est un pilote logistique à la Banque de France qui pilote la prestation d'un point de vue opérationnel, donc respect du contrat, contrôle contradictoire, etc. Et à aujourd'hui, cette gouvernance, on souhaite la conserver en interne, tu le disais tout à l'heure, pour ne pas perdre la maîtrise du savoir et ne pas perdre en effet cette expertise que l'on a en interne pour savoir justement comment externaliser et comment améliorer nos process. Donc pour l'instant, vraiment, on a un souhait de garder cette gouvernance ou pilotage, moi j'appelle ça le pilotage pour le moment en interne. De ne pas perdre complètement l'expertise. Exactement. Ça permet de challenger en fait nos partenaires. Si on n'a plus en fait cette expertise, il est plus difficile pour nous de dire est-ce que ce qu'on nous propose est totalement pertinent en fait. Et dans cette notion d'externalisation, est-ce qu'il y a des écueils, des choses à éviter, des choses à ne pas faire? Est-ce que ça existe, ça? Justement, cette première phase préalable de co-construction, c'est-à-dire en discutant avec les partenaires pressentis, donc le marché et le métier. Nous, on est vraiment aussi dans une démarche de co-construction avec les métiers, bien sûr la direction des achats, la direction des services juridiques, bien évidemment, mais les métiers, c'est très important pour bien comprendre leurs besoins et de voir comment on peut améliorer le processus, parce que c'est ça aussi, hein, l'externalisation, c'est aussi améliorer les processus existants, et ensuite discuter avec le marché, aussi pour expliquer notre besoin, et aussi capter leurs idées nouvelles. Et là, je reviens sur l'innovation. Nous aussi, on est très preneurs. Moi, j'ai une idée en tête, mais peut-être qu'en discutant avec mon partenaire ou le futur partenaire, il va me soumettre une idée peut-être alternative qui pourra remporter également la donne dans nos réflexions et nous faire avancer et améliorer notre process. Donc, c'est super important pour nous, cette co-construction et l'apport en innovation que nous apportent les experts FMR. Oui, l'écueil vient souvent d'un manque d'intelligence collective, finalement, et donc de trop de silos, déjà en interne au sein des entreprises, finalement, à pas réussir à orchestrer ce projet-là avec les différentes compétences qu'il faut savoir mettre autour de la table. Et aussi souvent, finalement, d'un manque d'échange avec les acteurs du marché. Nous, ce qu'on recommande, c'est en amont des appels d'offres, pour prendre le temps de se connaître, hein, pour que finalement aussi on puisse façonner ensemble la rédaction en insufflant finalement les innovations et aussi la performance, en fait, parce que ce sont des métiers qui bougent et qui sont de plus en plus performants. Et donc l'écueil vient souvent d'un manque de dialogue et d'un appel d'offres émis sur des délais trop courts, sur des écrits qui n'expriment pas obligatoirement une vision, en fait. Et donc là, on crée une relation pas aussi valorisante et intelligente qu'elle ne pourrait être créée, et au détriment de chacun des acteurs. Et sur le rôle des AMO qu'évoquait Christophe tout à l'heure, je crois aussi que c'était mis en avant dans le livre blanc du CIPEMI, ce rôle-là que jouent les AMO. Concrètement, c'est quoi ce rôle dans la co-construction? Oui, tout à fait. Alors, on l'a mis en avant dans le livre blanc, et on a aussi, parce que c'est un sujet auquel on tient, en fait, en tant que cabinet, puisqu'on accompagne énormément de développement de partenariats entre les clients et les fournisseurs. Et donc, on a monté un groupe de travail avec le Conseil national des achats, le CIPEMI, quelques clients et quelques prestataires pour définir les règles d'or
pour co-construire ces partenariats FM stratégiques et transformants. Il y a 8 règles d'or qu'on peut trouver dans le livre blanc qui est distribué ici et qui est sur notre site. Et en effet, un des sujets clés, c'est de justement définir cette ambition et cette valeur qu'on va chercher. Le rôle de l'AMO, si l'entreprise n'a pas la capacité de le faire en interne, et puis souvent il est intéressant d'avoir un tiers, c'est finalement de savoir mettre autour de la table les bonnes expertises au sein de l'entreprise et de l'aider à bâtir cette stratégie FM et cette recherche de valeur. Et ensuite, ça va être finalement, quelquefois, il est nécessaire de faire monter en maturité les équipes. Et donc, on le fait en leur faisant rencontrer d'autres acteurs au travers de benchmark client, benchmark prestataire, pour essayer de façonner finalement le FM pour un groupe donné. Après, le rôle de l'AMO, finalement, c'est d'orchestrer l'expression du besoin entre les différents sites et de le formaliser en effet dans un cahier des charges. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est des requests for collaboration plutôt que donc des appels à collaboration plutôt que des appels d'offres un peu trop carrés pour finalement se mettre dans cette posture de co-construction et donc en effet de pouvoir aussi en face avoir des équipes qui sont multicompétences du côté des prestataires et bâtir ensemble cette relation. Ce qui est important aussi à dire, c'est que le rôle de l'AMO, il n'est pas seulement dans les phases de conception, il peut être aussi dans des phases pour redynamiser un partenariat. Les partenariats sont longs. Vous avez la chance d'avoir mis en place des relations en fait en transparence et solides avec des partenaires. Hein. Il est intéressant d'insuffler des innovations et finalement d'insuffler de temps en temps de nouvelles dynamiques au sein de ce partenariat. Et l'AMO a ce rôle-là aussi, enfin en tout cas le tiers de confiance. Très bien. Alors, on a tous les ingrédients pour construire un FM générateur de valeur. Alors, peut-être une dernière question. Cette valeur, une fois qu'elle est créée, elle profite à qui finalement? Aux donneurs d'ordre, aux prestataires, aux deux? Christophe? Aux deux, pour moi, elle doit effectivement profiter aux deux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on construit, elle va répondre à une attente en fait de la société, mais c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir dupliquer dans d'autres sociétés. Donc, c'est une expertise qu'ils vont reproduire à différents niveaux. Et encore une fois, c'est cette approche gagnant-gagnant. Par rapport à ça, moi, je reste convaincu que on va pas faire du sur-mesure totalement pour une société, parce qu'effectivement, il n'y a pas un réel intérêt, parce que du coup, ça duplique beaucoup trop d'approches en fait pour un FMeur. Le fait de proposer des choses, de standardiser des choses, et au final, on se rend compte que sur des métiers un petit peu administratifs, les besoins, les usages, les services attendus sont un petit peu les mêmes. Donc, on est tout à fait en capacité de faire ça. Moi, le dernier point, c'était juste sur l'AMO. On parlait des écueils, mais il est là aussi pour les éviter. Parce que le fait d'avoir fait d'autres appels d'offres, d'avoir travaillé avec d'autres sociétés, il sait ce qui a déjà fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, il peut aussi nous guider par rapport à ça. Et c'est vraiment tout ce côté benchmark marché qui est intéressant par rapport à l'AMO. Et après, ça bénéficie aux collaborateurs. En fait. L'objet, en effet, donneur d'ordre, prestataire, mais finalement, l'objectif, c'est les collaborateurs. En fait, ces talents qu'ont les entreprises et qu'on essaye de développer, et l'ensemble des parties prenantes, enfin, ses clients. Et en effet, c'est cette dimension-là qu'il faut bien tu as raison, j'en parle pas, mais c'est vraiment le côté qualité de vie, attirer les talents, faire de la rétention de talents et faire en sorte que les gens se sentent bien et qu'on leur approche, en fait, qu'on leur apporte tout ce qu'ils peuvent attendre, en fait, au sein d'une entreprise aujourd'hui. Donc finalement, c'est du win-win-win. Exactement. Exactement. Eh ben, merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre de ce sujet, d'être venus livrer votre expertise et votre expérience. Merci encore d'être venus et merci à vous de nous avoir suivis sur Republic Workplace, le média.